quand le docteur a dit que grand-père pourrait ne pas survivre à la nuit. J'ai pris le premier vol pour rentrer. Quand j'ai envoyé un message à mon père, il m'a envoyé une photo de la plage. Je m'appelle Victoria Holston. J'ai 28 ans. Je suis architecte d'intérieur à Austin. Je crée des espaces destinés à abriter l'amour et les souvenirs. Mais rien dans ma carrière ne m'avait préparé à ce que j'allais affronter. Il y a 2 semaines, mon grand-père, William Holston, s'est effondré suite à un accident vasculaire cérébral. C'est lui qui m'a élevé quand mes parents étaient trop occupés, celui qui m'a appris à tenir un marteau et un pinceau avant même que je sache faire du vélo, et pendant qu'il gisait inconscient aux soins intensifs. Mon père a emmené le reste de la famille en vacances. Je suis resté seul, priant pour qu'il se réveille, et il l'a fait. Mais quand je l'ai ramené à la maison, sa maison avait disparu. L'hôpital sentait l'antiseptique et la peur dès l'instant où je suis entré dans l'unité de soins intensifs du Saint Augustine Memorial. J'ai eu la nausée. Les machines émettaient des bips, les infirmières chuchotaient, et là, dans une chambre nichée dans un coin, reposait l'homme qui avait bâti mon monde. Grand-père. Sa peau paraissait trop pâle sur les draps blancs, sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme d'un ventilateur. Des tubes entraient dans ses bras. Les mains fortes qui m'avaient autrefois tenu fermement quand j'apprenais à marcher gisaient maintenant, inertes, à ses côtés. Je suis resté là, figé, incapable de bouger, puis, lentement, je me suis avancé et je me suis assise près de son lit. J'ai tendu la main et j'ai enlacé ses doigts avec les miens. Ils étaient froids. J'ai murmuré. « Je suis là, grand-père. Je ne vais nulle part. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon père. Il a répondu à la 2e sonnerie. J'ai entendu des rires et le fracas des vagues en arrière-plan. « Vic, quoi de neuf ?» J'ai dégluti difficilement. « Papa, est-ce que tu reviens ? Il ne va pas bien. Grand-père est sous assistance respiratoire. » Il y a eu une pause. Oui, le docteur m'a appelé aussi. Mais nous sommes à Sarasota maintenant. Tout est réservé et non remboursable. Écoute, tiens-nous au courant. D'accord, papa, ce n'est pas une conférence, c'est de grand-père qu'il s'agit. Il a soupiré. Je comprends. Mais quelqu'un doit être avec lui. Tu es là. C'est ce qui compte. J'ai raccroché sans dire au revoir. Ma main tremblait. J'ai regardé à nouveau grand-père. Ils ne viennent pas, ai-je murmuré. Mais je suis là. Je resterai. Même si je dois dormir sur cette chaise toutes les nuits. Et c'est ce que j'ai fait, cette première nuit. Je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur cette chaise en plastique rigide, à écouter les bips des machines et à regarder le faible soulèvement de sa poitrine. Je lui ai parlé. Je lui ai parlé de la maison que je redécorais à Austin, du nouveau cactus que j'avais oublié d'arroser, du fait que la ville ne me semblait pas être un foyer sans sa voix au téléphone. Quand l'infirmière est entrée pour vérifier ses signes vitaux, elle m'a regardé avec bienveillance. « Il a de la chance », a-t-elle dit. « La plupart des gens n'ont personne assis à leur chevet comme ça. » De la chance, ce mot a résonné dans ma tête. Mon grand-père n'avait pas de chance. Il avait été abandonné par son fils, par la famille à qui il avait tout donné. Sauf moi. Je n'allais pas le quitter. Pas encore. Jamais. Les jours ont commencé à se confondre. Les visites du matin, les vérifications des machines, le sifflement rythmé du ventilateur. Les seules constantes étaient l'odeur de désinfectant et la légère pression de la main de mon grand-père reposant sous la mienne. Je quittais à peine son chevet. Parfois, je lui lisais des histoires. Parfois, je parlais simplement. Je lui ai raconté comment le basilic sur le rebord de ma fenêtre de cuisine avait enfin germé. Comment la chaleur de l'été à Austin était insupportable. Comment j'avais brûlé des lasagnes la veille de mon départ. Peu importait s'il pouvait m'entendre. J'avais besoin de croire qu'il le pouvait. Puis, les photos ont commencé. Cela a débuté par un ping de mon téléphone un après-midi. Je l'ai regardé sans réfléchir. Un message de ma sœur, Talia. Enfin, du temps en famille. Regarde cette vue. En pièces jointes. Une photo de nos parents et de Talia souriant devant un océan d'un bleu éclatant. Tous les 3 portaient des chemises tropicales assorties. Des cocktails à la main, le sable entre les orteils, pas la moindre trace d'inquiétude dans leurs yeux. J'ai fixé l'image. Le goût du sel me montant à la gorge. Sauf que ce n'était pas celui de la mer. Il souriait pendant que grand-père gisait inconscient, maintenu en vie par des machines. Il buvait du rhum sous les palmiers. J'ai répondu par message. Il ne s'est toujours pas réveillé. Sa tension artérielle a chuté ce matin.
Pouvez-vous revenir ?» Talia a lu mon message sans répondre. Plus tard, dans la soirée, j'ai rappelé papa. Cette fois, je tremblais. « Papa, s'il te plaît, » ai-je dit. « Ses reins faiblissent. Le docteur a dit que c'est très incertain. Nous ne savons pas combien de temps il lui reste. » Il a soupiré. « Vic, on a déjà parlé de ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout annulé. Il nous reste 2 jours. Tu es là. Tu te débrouilles très bien. On passera le voir à notre retour. Tu n'as même pas appelé pour prendre de ses nouvelles. »« Parce que je sais que tu me diras ce que j'ai besoin de savoir, » a-t-il lancé sèchement. « Pourquoi est-ce que tu en fais tout un drame? » J'ai eu envie de crier, mais j'ai simplement raccroché. Cette nuit-là, je me suis assise près du lit de grand-père et j'ai parcouru l'Instagram de Talia, photo après photo, des plateaux de fruits de mer, des jet-skis, elle souriant avec des lunettes de soleil, avec la légende. La famille est tout ce qui compte. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce qu'elle devienne floue. La famille est tout ce qui compte. Alors, pourquoi étais-je la seule à être restée? J'ai regardé le visage de grand-père. Les rides, la barbe naissante et douce, le petit pli au coin de ses yeux qui se creusait toujours quand il souriait. Il n'avait pas l'air paisible. Il avait l'air seul. J'ai pris sa main. « Je me fiche de ce qu'ils font, » ai-je murmuré. « Je suis là, et je serai là chaque jour jusqu'à ce que tu ouvres les yeux. » Puis je me suis penché tout près, comme je le faisais quand j'étais petite et que j'avais peur du noir. « Tu n'es pas seul, grand-père. Pas cette fois. C'est arrivé le 12e matin. Je n'avais pas dormi plus de 2 heures la nuit précédente. Je m'étais assoupi sur la chaise à côté du lit de grand-père, le cou endolori par la position étrange. La chambre d'hôpital était froide. Le climatiseur bourdonnait doucement au-dessus de moi. J'ai sursauté quand l'infirmière est entrée pour vérifier ses signes vitaux. Toujours stable, toujours sans réaction, comme d'habitude. J'ai hoché la tête d'un air absent et j'ai attendu qu'elle parte. Puis, comme chaque matin, j'ai sorti le livre de poésie préféré de grand-père, celui en cuir usé que j'avais pris dans son ancien bureau avant de me rendre à l'hôpital. Il sentait le cèdre et la poussière, et les pages étaient pleines de ses notes au crayon dans les marges. Je me suis éclairci la gorge et j'ai commencé à lire. Les bois sont charmants, sombres et profonds, mais j'ai des promesses à tenir. Et c'est à ce moment-là que je l'ai senti. La plus légère contraction, une douce pression autour de mes doigts. Je me suis figé, j'ai baissé les yeux, et sa main se refermait sur la mienne. Pas un spasme, pas un réflexe, une pression, délibérée, consciente. Mon cœur a failli s'arrêter. « Grand-père », ai-je murmuré. Ses paupières ont scié, ma voix s'est brisée. « Grand-père, c'est moi, c'est Victoria, tu m'entends ?» Puis, lentement, comme un lever de soleil perçant une longue nuit sombre, ses yeux se sont ouverts. Ils étaient troubles, incertains, mais ils étaient vivants, et il me regardait droit dans les yeux. Les larmes ont inondé mes yeux avant même que je réalise que je pleurais. J'ai pressé mon front contre ses phalanges, sanglotant dans sa main. « Tu es de retour !» ai-je suffoqué. « Tu es vraiment de retour !» Ses lèvres n'ont pas bougé. Il ne pouvait pas encore parler, mais ses yeux se sont adoucis, et j'ai su qu'il me reconnaissait. Il était toujours là, à l'intérieur. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière. Puis, j'ai tenu sa main comme si c'était une corde me tirant hors du gouffre du chagrin. En quelques secondes, la pièce s'est remplie de monde, des infirmières, des machines qui émettaient des bips plus rapides, un docteur pressé. J'ai à peine enregistré leurs paroles, mais je me souviens clairement d'une phrase. Il s'est stabilisé. C'est un très bon signe. J'ai hoché la tête à travers mes larmes. Plus tard dans la journée, alors qu'il l'avait mis au repos et sous surveillance plus étroite, je suis sorti dans le couloir et j'ai rappelé mon père. Il a décroché, l'air désinvolte. « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» Il a ouvert les yeux. Ai-je dit, « Ce matin, il est réveillé. » Une pause. « Ouah, c'est bien, c'est vraiment bien. »« Vous pouvez revenir maintenant. » ai-je dit. « Il est conscient, il sait que je suis là, je pense qu'il aimerait vous voir. » La voix de papa n'a pas changé. « Vic, il ne nous reste que quelques jours ici. Laisse-le se reposer, on passera à notre retour. » J'ai senti ma gorge se nouer. Il a failli mourir. « Papa, tu n'étais pas là, tu n'as pas vu ça. »« Et tu y étais, » a-t-il répondu. « C'est suffisant. » Il a raccroché. Je suis resté dans le couloir pendant un long moment.
à fixer les dalles de linoléum, puis je suis retourné dans la chambre de grand-père. Je me suis assise à côté de lui et j'ai repris sa main. « Nous n'avons pas besoin d'eux », ai-je murmuré. « Tu m'as. Moi. » Et à ce moment-là, dans cet espace calme entre les machines et la mémoire, chaque mot était sincère. 2 semaines après qu'il a ouvert les yeux pour la première fois, les médecins ont finalement donné leur accord prudent. « Il est assez stable pour sortir », a dit le docteur Evans en croisant les bras. « Mais il aura besoin de soins à plein temps, de kinésithérapie et d'un fauteuil roulant jusqu'à ce qu'il retrouve plus de force. »« Je m'occuperai de tout », ai-je répondu sans hésiter. Cet après-midi-là, j'ai poussé le fauteuil roulant de grand-père hors du Saint-Augustine Mémorial sous le chaud soleil du sud. Il a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration. La première, en dehors de l'air stérile de l'hôpital depuis des semaines. La brise a soulevé ses cheveux argentés clairsemés, et j'ai vu les coins de sa bouche tressaillir. Pas tout à fait un sourire, mais quelque chose de proche. « Je te ramène à la maison », ai-je murmuré. « Ton jardin a dû devenir une jungle sans toi. » Il a hoché la tête faiblement. J'avais loué une camionnette de transport spécialisée et j'avais emballé certains de ses effets personnels de la chambre d'hôpital. Le plan était simple, le ramener dans la maison où il avait vécu pendant plus de 40 ans, celle avec le porche qui craque, la clôture couverte de lierre et le chêne géant qu'il avait planté à ma naissance. J'ai tourné dans la rue familière, le cœur gonflé. Mais quelque chose n'allait pas. Le portail d'entrée était ouvert, grand ouvert, et il y avait une berline argentée inconnue garée dans l'allée. Les rideaux des fenêtres avant étaient tirés. Grand-père les laissait toujours ouverts pour laisser entrer la lumière du matin. J'ai ralenti la camionnette. Une boule s'est formée dans ma gorge. « Non », ai-je dit à voix haute. Je me suis garé et j'ai aidé grand-père à s'installer dans son fauteuil roulant, alors que je le poussais sur le chemin. Mes mains se sont mises à trembler. Je me suis dit, il doit y avoir une erreur. Peut-être que des amis surveillent la maison. Peut-être que quelqu'un répare quelque chose. Mais au moment où la porte s'est ouverte, j'ai su. Une jeune femme avec une queue de cheval et un simple t-shirt blanc est apparue. Elle a semblé surprise en nous voyant. « Puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé poliment. J'ai cligné des yeux. Je suis Victoria Holston. Voici William Holston. C'est sa maison. » Ses sourcils se sont froncés. Elle s'est retournée à l'intérieur et a appelé quelqu'un. Un homme de mon âge, tenant une tasse de café, est sorti derrière elle. « Attendez, Holston, je suis désolé. Nous avons acheté cette maison il y a 1 semaine. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. « Non, » ai-je murmuré, « ce n'est pas possible. Qui l'a vendu ?» Il a disparu brièvement, puis est revenu avec un dossier. Martin Holston. Il a signé l'acte de vente. Il a dit qu'il avait une procuration générale. Tout a été vérifié. Je suis vraiment désolé. Martin Holston, mon père. J'ai entendu le souffle de grand-père se couper. J'ai baissé les yeux. Ses yeux étaient vitreux. Ses mains agrippaient fermement le fauteuil roulant. Ma maison, a-t-il dit faiblement. Je suis tombé à genoux à côté de lui. Je ne savais pas, ai-je murmuré. Grand-père, je ne savais pas. L'homme et la femme sur le pas de la porte avaient l'air consternés. « Si nous avions su, » a commencé la femme, mais je n'ai pas entendu le reste. Tout ce que j'entendais, c'était le sang qui battait dans mes oreilles, le son rugissant de la trahison. Le jardin avait disparu, le chêne était toujours là, mais les carillons que grand-père avait accrochés manquaient. Le porche avait été repeint, effaçant des décennies de souvenirs d'un seul coup de pinceau. J'ai aidé grand-père à remonter dans la camionnette. Ma mâchoire était si serrée que ça faisait mal. Nous nous sommes installés dans un petit hôtel voisin. J'ai demandé une chambre au rez-de-chaussée, avec de larges portes, et le silence. Grand-père n'a pas dit un mot cette nuit-là. Il a juste regardé par la fenêtre, son expression vide. Je me suis assise sur le bord du lit, les poings serrés sur mes genoux, mon cœur une fournaise. Il avait fait ça pendant que grand-père était aux soins intensifs. Il avait vendu la maison, il n'avait jamais eu l'intention de nous le dire. Cette nuit-là, pendant que grand-père dormait, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis juré que je découvrirais tout et que je le forcerais à en répondre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Grand-père gisait immobile dans le lit de l'hôtel, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme lent de l'épuisement et du chagrin. J'étais assise au petit bureau près de la fenêtre, mon ordinateur portable ouvert, l'écran projetant une lumière bleu pâle sur les ombres de ma rage,
J'ai affiché la copie numérique du transfert de propriété que le nouveau propriétaire m'avait donné. C'était là. Martin Holston. La signature de mon père. À côté, un formulaire de procuration scanné datant de 2 ans. Le souvenir m'a frappé comme un éclair. Papa avait mentionné quelque chose à l'époque, en disant « C'est juste au cas où. Vic, grand-père vieillit. Nous devons être prêts pour les questions médicales. » Les questions médicales. Il ne s'agissait pas de médicaments ou d'assurance. C'était une procuration générale, lui donnant tous les droits sur les biens de grand-père, y compris le pouvoir de vendre la maison. J'ai eu la nausée. Mais j'avais besoin de plus que de l'indignation. J'avais besoin de faits. À 8h01 du matin, j'ai appelé Harrison & Bleu, le cabinet d'avocats de la famille depuis longtemps à Springfield. J'ai parlé à Helen Bleu, l'une des associées fondatrices et une femme qui connaissait grand-père avant même ma naissance. « Victoria », a-t-elle dit doucement après avoir entendu pourquoi j'appelais, « je craignais que vous n'appreniez la vente de cette manière. »« Vous saviez ?» ai-je demandé, la voix froide. Je savais que c'était arrivé. Oui, mais Martin ne nous a pas impliqués dans la transaction. Il a travaillé avec une autre agence immobilière. Rapidement, discrètement. « Puis-je venir aujourd'hui ?» ai-je demandé. « Bien sûr, » a-t-elle dit. « Il y a quelque chose que je pense que vous devriez voir. » Cet après-midi-là, j'ai laissé grand-père dans un centre de soins à 2 rues de l'hôtel. C'était calme, propre, et le personnel avait un regard bienveillant. Je lui ai embrassé le front. J'ai murmuré que je serais de retour pour le dîner, et je me suis dirigé directement vers le cabinet d'avocats. Hélène m'a accueilli avec un épais dossier entre les mains. « Ceci, » dit-elle en le faisant glisser sur le bureau, « est la procuration originale que votre grand-père a signée. Je lui avais déconseillé d'accorder un contrôle total sur ses biens. Mais il a insisté. « C'est Martin. » M'a-t-il dit. « C'est mon fils. Il ne ferait rien de mal ?» J'ai ouvert le dossier. C'était là, la signature de mon grand-père, tremblante mais réelle, et la case cochée, pleine autorité financière et immobilière. J'ai tourné à la dernière page. La maison avait été vendue pour 295 000 $. J'ai cligné des yeux. C'est au moins 150 000 $ en dessous du marché, ai-je marmonné. Hélène a hoché la tête d'un air sombre. Un acheteur au comptant. Clôture rapide, presque pas de période d'inspection. J'ai regardé la page comme si c'était une trahison gravée dans l'encre. Savez-vous où les fonds sont allés? Je le sais, a-t-elle dit en me tendant un imprimé. Chaque centime avait été viré directement sur un compte chèque personnel au nom de Martin Holston. Pas une fiducie, pas un fonds de soins, pas même un compte joint, juste lui. Ma poitrine me faisait mal comme si quelqu'un y avait plongé la main et l'avait tordue. Il avait tout pris, pendant que grand-père était mourant. Il avait encaissé son avenir et était parti en vacances avec l'argent. « Je veux le poursuivre en justice », ai-je dit, ma voix stable malgré la chaleur qui montait derrière mes yeux. Hélène a fait une pause. « C'est compliqué. Victoria, la procuration est valide. La vente est légale en apparence. Mais si nous pouvons prouver un abus de devoir fiduciaire, surtout pendant que votre grand-père était invalide, vous pourriez avoir un dossier. » Je me fiche de la complexité, ai-je dit. Il ne va pas s'en tirer en enterrant le passé pour aller bronzer sur la plage. Je veux qu'il réponde de ce qu'il a fait. Et pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais pas impuissante, je me sentais prête. J'ai envoyé la lettre ce soir-là. Elle était formelle, tranchante et précise. Une mise en demeure rédigée avec l'aide d'Hélène. J'y exposais tout, la chronologie de la vente, l'abus de la procuration, le prix suspectement bas et le transfert des fonds sur un compte privé. J'exigeais le remboursement intégral des 295 000 $ plus les 150 000 $ d'écart de valeur, avec 10 jours pour répondre. Sinon, j'intenterais un procès. J'ai cliqué sur « Envoyer », puis j'ai attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Le lendemain soir, alors que j'aidais grand-père à boire de l'eau au centre de soins, mon téléphone a sonné. « Papa, je suis sorti avant de répondre. » Sa voix, quand elle est parvenue, était furieuse. « Est-ce que tu as perdu la tête? Victoria. »« Salut, papa, » ai-je dit platement. « Tu as reçu la lettre, je vois. »« Un procès contre ton propre père pour une maison. »« Non, » ai-je dit, « pour une trahison. »« Ne dramatise pas. Tout ce que j'ai fait était légal. Cette maison tombait en ruine. C'était mieux pour tout le monde. »« Tout le monde, » ai-je lancé. « Ou juste toi. » Il y a eu un silence au bout du fil. Puis, « Tu penses que j'ai empoché l'argent. Tu penses que je suis une sorte de voleur. » Je ne pense pas.
Papa, j'ai des relevés bancaires, j'ai des témoins, j'ai un notaire qui se souvient que tu as pressé grand-père de signer cette procuration sans explication claire. » Sa voix est devenue froide. « Alors, vas-y, poursuis-moi en justice, mais ne m'appelle plus jamais ton père. » Il a raccroché. Je suis resté sur le parking du centre de soins, les cigales bourdonnant dans le crépuscule de la Géorgie, le téléphone toujours collé à mon oreille bien après la fin de l'appel. J'avais toujours pensé que, quoi qu'il arrive, une famille pouvait se disputer et se réconcilier, mais quelque chose dans sa voix m'a dit que cette fois, le pont était vraiment brûlé. Le lendemain matin, maman a appelé. Sa voix tremblait. Non pas de tristesse, mais de frustration. « Pourquoi nous fais-tu ça, Victoria? Tu déchires la famille ?» J'ai fermé les yeux. « Non, maman, j'essaie de protéger grand-père. J'essaie de réparer ce qui n'aurait jamais dû arriver. »« Ce n'est qu'une maison, » a-t-elle dit. « Tu en as fait une guerre ?»« C'était sa vie, » ai-je répondu, et il n'a pas pu lui dire au revoir. Cet après-midi-là, un message est arrivé de Talia. « Tu nous mets sérieusement dans l'embarras, si tu es en colère contre papa. D'accord, mais le traîner en justice, c'est bas. » Je n'ai pas répondu, ils avaient fait leur choix, et j'avais fait le mien. De retour au centre de soins. Grand-père a levé les yeux quand je suis entré. Il était assis près de la fenêtre, les yeux fatigués mais clairs. J'ai pris sa main. « Je vais peut-être devoir me battre seul, » ai-je murmuré. Ils m'ont tous tourné le dos. Il a serré mes doigts. « Tu n'es pas seul, » dit-il doucement. Et cela suffisait. L'audience était prévue un mardi matin au palais de justice du comté de Springfield, un vieux bâtiment en briques avec du lierre grimpant sur ses murs et des sols en marbre usés qui résonnaient à chacun de mes pas. Je portais un tailleur bleu marine, pas de maquillage, les cheveux attachés. Il ne s'agissait pas d'apparence, il s'agissait de vérité. Hélène marchait à mes côtés, portant les dossiers de preuve. Nous avions passé des semaines à rassembler les contrats de vente, les virements bancaires, les documents de procuration et la déclaration du notaire. Monsieur Delaney. Elle m'a fait un signe de tête rassurant alors que nous approchions de la porte de la salle d'audience. À l'intérieur, mon père était déjà assis à la table de la défense, portant un blazer gris suffisant et le même air qu'il arborait toujours lors des dîners d'affaires. Détaché, posé, impénétrable, ma mère et Talia étaient assises derrière lui. Elles ne m'ont même pas regardé. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis avancé. Quand grand-père a été amené en fauteuil roulant, assisté par une infirmière, il paraissait si petit dans le grand fauteuil, mais ses yeux ont immédiatement trouvé les miens. J'ai hoché la tête. Il a hoché la tête en retour. C'est tout ce dont j'avais besoin. L'honorable juge Marsha Renner est entré dans la salle. Son regard était vif, mais juste. Commençons. Hélène a commencé par un résumé calme et clair. Votre honneur. Il s'agit d'un cas d'exploitation financière sous couvert de légalité. M. Martin Holston a utilisé une procuration générale pour vendre la maison de son père, non par nécessité médicale, non dans le meilleur intérêt du mandant, mais pour un gain personnel pendant que M. William Holston gisait inconscient dans une unité de soins intensifs. Elle a exposé les faits méthodiquement. Le prix de vente était nettement inférieur à la valeur du marché. Les fonds ont été virés sur un compte chèque personnel. Aucune dépense n'a été engagée pour les soins de grand-père. Et la procuration a été signée sous des prétextes trompeurs, comme l'a confirmé un notaire agréé. Puis je me suis levé. Ma voix a tremblé pour la première phrase, puis plus du tout. J'ai regardé mon grand-père rester immobile dans un lit d'hôpital pendant 13 jours, pendant que l'homme en qui il avait le plus confiance, son propre fils, était à la plage en train de sourire sur des selfies de vacances, et quand j'ai finalement ramené grand-père à la maison, sa maison avait disparu. Je me suis tourné vers mon père. Il n'a pas seulement vendu une maison, il a effacé une vie sans permission, sans conscience, sans remords. L'avocat de mon père, un homme au discours habile nommé Brennan, s'est levé et a présenté une contre-argumentation pleine de langage policé. La procuration était valide, la vente était légale. M. Holston a agi dans le cadre de ses droits pour assurer les soins à long terme de son père. Il a présenté cela comme un sacrifice, une décision financière prise par amour. Puis M. Delaney, le notaire, a témoigné. Je me souviens du jour où la procuration a été signée. M. Holston a précipité le processus. William avait l'air fatigué. J'ai demandé s'il comprenait pleinement, mais Martin est intervenu. « Papa me fait confiance ?» a-t-il dit. «
Je regrette de ne pas avoir insisté davantage. Ce moment a été la fissure dans la défense. Puis est venue la pièce finale, un relevé bancaire montrant chaque dollar de la vente reposant sur le compte personnel de fonds de vacances de mon père. Pas une fiducie médicale, pas même une réserve de soins, juste lui. La juge est restée silencieuse pendant un long moment avant de parler. Je rendrai une décision finale dans 2 semaines. J'ai quitté la salle d'audience. Engourdi, dehors. Le ciel était gris, l'air chargé de l'humidité du printemps. Grand-père était assis à côté de moi dans son fauteuil roulant, regardant le vide. Ma mère est alliée à son passé. Elle s'est arrêtée. Me regardant, « Est-ce que ça en valait la peine ?» a-t-elle demandé doucement. Je n'ai pas répondu, mais grand-père l'a fait. Oui. 2 semaines plus tard, la décision est tombée. La voix de la juge Renner était stable et nette au haut-parleur du téléphone alors que j'étais assise à côté de grand-père dans la chambre d'hôtel. Bien que la procuration reste légalement valide, a-t-elle dit, les actions entreprises par M. Martin Holston, en particulier la vente de la propriété pendant l'incapacité du mandant et l'utilisation personnelle des fonds, constituent un manquement à son obligation fiduciaire. Le verdict, remboursement intégral des 295 000 $, restitution pour la sous-évaluation de la maison 150 000 $ supplémentaires, révocation de la procuration et une déclaration de responsabilité écrite déposée auprès du comté. Je me suis tourné vers grand-père. Il ne souriait pas, mais ses yeux étaient clairs et humides. « Je ne pensais pas que quelqu'un se battrait un jour pour moi ?» a-t-il murmuré. « Tu t'es battu pour moi en premier, » ai-je dit. « Je te rends juste l'appareil. » Nous avons utilisé une partie des fonds pour acheter un petit cottage ensoleillé juste à l'extérieur de Springfield. Il n'était pas grandiose. Il n'avait pas le vieux chêne ni la balançoire du porche, mais il avait un rosier, un petit jardin à l'arrière et une cuisine qui sentait l'avenir. J'ai placé le vieux fauteuil de grand-père près de la fenêtre avant et j'ai accroché ses carillons à l'extérieur. Je préparais du thé à la menthe chaque matin. Comme il le faisait pour moi après l'école, il a commencé à marcher lentement avec une canne, et parfois il riait à nouveau. Un soir, alors que je taillais les fleurs fanées du rosier, j'ai vu 2 silhouettes familières au portail, maman et Talia. Elles tenaient une boîte cadeau de biscuits achetée en magasin, nouée avec un ruban doré. Leurs expressions étaient rigides, incertaines. « Pouvons-nous le voir ?» a demandé ma mère. J'ai hésité, puis je les ai laissés entrer. À l'intérieur, grand-père a levé les yeux de ses mots croisés. Il n'a pas froncé les sourcils, il n'a pas explosé de colère. Il a simplement dit « Je ne suis pas en colère, je suis réveillé maintenant. » Le silence s'est installé après cela. Elles sont parties, et nous n'en avons plus jamais parlé. Une année s'est écoulée. Chaque matin, je prépare le thé. Grand-père est assis dehors, à lire. Le jardin fleurit paisiblement. Tranquillement, parfois, quand le vent se lève et que j'entends les carillons, je pense à ce que nous avons perdu, mais le plus souvent, je pense à ce que nous avons reconquis. Pas la maison, pas l'argent, mais le droit de choisir qui nous soutenons et qui nous considérons comme notre famille. Non pas par le nom, mais par le cœur.